Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire le cours de pharmacologie, troisième année de médecine. L'intitulé du cours, c'est la pharmacodynamie. Voici le plan du cours qu'on va suivre. Alors, comme introduction, on va introduire la pharmacologie générale qui englobe deux domaines ou deux volets. Le premier, c'est la pharmacocinétique. Le deuxième, c'est la pharmacodynamie. La pharmacocinétique, c'est la flèche en rouge qui va de l'organisme vers le médicament. Elle va étudier l'effet de l'organisme sur le médicament. Par contre, la pharmacodynamie, c'est l'inverse, c'est l'effet du médicament sur l'organisme. C'est-à-dire, après avoir pris le médicament, qu'est-ce qu'il va y avoir comme effet? C'est ça la pharmacodynamie. Comme définition de la pharmacodynamie toujours, c'est l'effet du médicament sur l'organisme, conséquence de sa liaison à un récepteur. C'est-à-dire, je vais prendre un médicament, il va se lier à un récepteur, il va me donner un effet thérapeutique ou un effet médicamenteux. C'est ça la pharmacodynamie. Vous voyez ici le schéma, c'est la liaison d'un récepteur à un médicament. Il va me donner deux types d'effets, un effet thérapeutique et un effet indésirable. Alors l'effet thérapeutique, c'est celui qu'on veut atteindre, qu'on cherche à avoir. Il résulte de la concentration dans les tissus ciblés. C'est-à-dire, je prends un médicament, s'il se concentre dans le tissu ciblé, il va se lier dans les récepteurs appropriés, il va me donner un effet thérapeutique. Par contre, si le médicament va dans les tissus non ciblés, là où il n'en faut pas, il est bien concentré là-bas, donc il va me donner des effets indésirables, voire toxiques, voire létals. Alors, définition de la pharmacodynamie, elle étudie l'effet. Vous regardez toujours le mot effet se répète, donc elle étudie l'effet biochimique et physiologique des médicaments et leur mode d'action, c'est-à-dire après avoir pris le médicament, comment il va me donner un effet, par quelle méthode et quel mécanisme. Pourquoi on va étudier la pharmacodynamie? Pour mieux comprendre les mécanismes d'action du médicament, comment ils vont me donner l'effet thérapeutique. Car si je comprends ce dernier, celui-là, le mécanisme, ça va m'aider à mieux développer mon médicament et parfois même éviter certains effets indésirables. Alors le mécanisme moléculaire, maintenant on va descendre un petit peu à l'échelle moléculaire, comment le médicament va me donner ou bien va se lier à son récepteur. Alors la notion du récepteur en premier lieu, les effets ou les réponses à un médicament sont le résultat d'interactions physico-chimiques entre le produit et les molécules, fonctionnelles, macromolécules récepteurs de l'organisme vivant. C'est-à-dire l'effet obtenu ou bien le résultat d'un médicament, c'est quoi? C'est déjà un médicament, je vais l'introduire, il va se lier à quoi? Il va se lier à des molécules fonctionnelles, macromolécules récepteurs de l'organisme vivant. C'est pour cela qu'il va, ou bien à la fin de cela, va me donner un effet thérapeutique. Alors un petit historique sur la découverte du récepteur. La notion ou bien le concept de récepteur a été introduit au XXe siècle. Le reste c'est pour vous si vous voulez le lire. L'interaction entre un médicament M et un récepteur R. On a M plus R va donner le complexe MR, puis va donner l'effet thérapeutique. La première réaction, c'est la capacité ou bien la faculté du médicament M à se lier à un récepteur R par des liaisons chimiques, c'est l'affinité. Un médicament, plus qu'il a d'affinité, plus l'affinité elle est augmentée, c'est bien parce qu'il va se lier à son récepteur d'une manière très excellente, bien sûr en utilisant des liaisons chimiques. C'est ça l'intérêt de la première réaction. La deuxième réaction, c'est celle qui va me donner l'effet pharmacologique, l'effet thérapeutique, c'est l'efficacité. Alors un médicament, il a une affinité excellente, il va se lier à son récepteur, donc il est efficace. Efficace quand il va me donner l'effet pharmacologique. Alors les liaisons chimiques dans l'interaction, c'est-à-dire entre les médicaments et le récepteur, c'est les forces qui jouent un rôle dans cette interaction, elle est spécifique, interaction spécifique.
médicament-récepteur. En premier lieu, nous avons la liaison covalente. La liaison covalente, c'est la mise en commun d'un doublet d'électrons chaque atome donnant un électron. Vous remarquez le schéma ici, en jaune, ce qui est encerclé en jaune, c'est ça le doublet qui est mis en commun. Il est mushtarak entre les deux atomes. J'ai un atome, par exemple l'hydrogène va donner un électron, l'oxygène un autre électron. Ils vont former un doublet qui est en commun entre les deux atomes. C'est une liaison qui est stable, du coup elle va nécessiter, elle est irréversible, ce qui va nécessiter un catalyseur, exemple l'enzyme, pour la détruire. La liaison de coordination où les deux électrons du doublet proviennent d'un atome donneur, par exemple le soufre ou l'oxygène, et vont compléter la structure externe d'un atome receveur. Donc j'ai deux atomes, un atome receveur et un atome donneur. L'atome donneur va donner deux électrons qui vont compléter la structure externe d'un atome receveur. Quand vous voyez ici l'azote, il est lié à 3 hydrogènes, je vais rajouter un H+. Donc l'azote, il va donner deux électrons pour compléter la structure extérieure de l'hydrogène. Donc formation de la liaison entre les deux, on aura liaison entre l'azote et le quatrième hydrogène. Elle est faible, elle est utilisée beaucoup plus dans les structures linéaires qui veulent devenir cycliques. Donc pour qu'elles se cyclisent, elles vont utiliser ce type de liaison. La liaison ionique, c'est une attraction électrostatique entre deux ions chargés positivement. Donc j'ai deux ions chargés de charge opposée. Donc j'ai deux ions, wahda positive, wahda négative. L'attraction entre les deux, c'est la liaison ionique. L'exemple le plus typique, c'est la plus Cl-. Caractéristique, c'est une liaison qui est faible. La liaison hydrogène, c'est la faculté que peut posséder un proton pour accepter une paire d'électrons venant de deux donneurs comme l'oxygène ou l'azote et former un pont entre eux. C'est-à-dire l'hydrogène, il possède un proton. Ce proton a la capacité d'accepter un électron d'un atome et un autre électron d'un autre atome et les lier pour former une sorte de pont. Comme vous voyez ici, l'hydrogène est situé entre deux atomes d'azote. Une a donné un électron, l'autre un autre électron. On aura formation d'une liaison hydrogène qui est une sorte de pont. C'est une liaison qui est faible. Les forces de Van der Waals, c'est des liaisons très faibles. Elles se forment entre deux atomes semblables. Les forces attractives sont produites par de légères distorsions des nuages électroniques. Donc, entourant chaque noyau, c'est-à-dire on aura une distorsion, c'est-à-dire une petite modification de conformation en quelque sorte les nuages qui est faite par les nuages électroniques, donc qui va attirer deux atomes entre eux, deux atomes semblables. On aura formation de liaison de Van der Waals. Alors la relation structure-activité et description de la surface du récepteur. Méthode d'étude, on a deux méthodes. La première, c'est la méthode directe. Ici, j'illustre. Ici, on veut étudier la relation entre la structure du récepteur et de la molécule médicamenteuse et l'activité. Et on va décrire la structure du récepteur. Pour cela, on a deux méthodes. La première, elle est directe, c'est-à-dire je vais isoler le récepteur et je vais l'étudier. Elle est basée sur des études biochimiques et physico-chimiques. La deuxième, c'est une méthode dite indirecte, renseigne sur le récepteur à partir des effets obtenus par l'application du médicament. C'est quoi? C'est-à-dire je vais laisser le médicament tel qu'il est, je vais introduire le médicament, je vais étudier l'effet obtenu. À partir de cela, je vais comprendre la structure du médicament et de son récepteur. L'exemple le plus typique, c'est l'acétylcholine, qui est un neurotransmetteur libéré par les fibres cholinergiques dans plusieurs parties du corps. Il est plus connu parce qu'il agit sur les récepteurs de la plaque neuromusculaire. Il est retrouvé dans le muscle lisse, glandulaire sécrétrice, etc. La formule de l'acétylcholine, je ne vous demande pas de la retenir, mais il faut se rappeler des fonctions qui existent dans cette formule parce que ça va nous aider à comprendre l'expérience qui vient après.
Vous voyez ici, on a un groupe carboxyle, le CH3 avec les deux O. Une fonction ester, c'est les deux COO. Pardon, c'est le C avec les deux O. Les deux chaînes, une chaîne à deux carbones, CH2, et l'ammonium quaternaire qui est chargé positivement, N+, qui est lié, quaternaire, il est lié à 4 fonctions, 3 CH3 et 1 CH2, etc. Alors l'acétylcholine, il est testé sur le corps. Comme vous le savez, le corps va battre spontanément parce qu'il contient son propre tissu nodal et le fameux nœud sinusal qui est le générateur du potentiel d'action et du message nerveux. Donc le corps, le message va passer à travers le nœud auriculo-ventriculaire, puis les faisceaux de Purkinje, etc. pour que le cœur puisse battre. Alors, on va isoler, donc on va prendre le corps qui va battre, on va le mettre dans un milieu physiologique, l'eau de mer, on va enregistrer la fréquence et l'amplitude des contractions, puis on va rajouter l'acétylcholine spontanément jusqu'à l'obtention d'une réponse. La réponse va être la diminution de l'amplitude de contraction. Pour mieux expliquer, voici le schéma. Vous remarquez donc avant l'ajout de l'acétylcholine, on a l'amplitude qui est très élevée, bien marquée. Puis quand on ajoute l'acétylcholine, l'amplitude des contractions commence à diminuer petit à petit jusqu'à arriver à un niveau très bas. Après le rinçage, c'est-à-dire on va enlever tout l'acétylcholine qui est dans le milieu physiologique. Après un certain temps du rinçage, on remarque l'augmentation, le début d'augmentation de l'amplitude des contractions jusqu'à arriver à un niveau presque égal au niveau du début, le niveau initial. Donc l'acétylcholine, il est introduit, il s'est fixé sur ses récepteurs, il a fait son effet, puis après le rinçage, il a été détaché, il a été enlevé et on a le retour à l'effet initial. Le tableau ici va illustrer ou explique les changements effectués sur la structure de l'acétylcholine. Le but, c'est de comprendre comment l'acétylcholine, sa structure va agir avec la structure du récepteur pour donner l'effet. En premier lieu, on étudie l'acétylcholine intacte, sans aucun changement. La puissance relative, elle est excellente, elle est de 100. La puissance relative, c'est-à-dire l'effet. De 0 par le méthylène, le premier changement, c'est l'oxygène par le méthylène. On a changé l'oxygène par le CH2. La puissance relative est diminuée vers 83. Puis le deuxième changement, le CO par le méthylène. CO, il est changé par CH2. Donc, la puissance relative va diminuer jusqu'au 15. Ce qui signifie que le CO ou bien le COO, la fonction ester, elle est très importante pour avoir un effet. Voici les conclusions tirées à partir de l'expérience. Action maximale de l'acétylcholine, il faut la présence obligatoire d'une structure ester parce que quand on a fait des changements sur la fonction ester, on a changé le O puis le CO, la puissance relative a diminué. Alors il faut obligatoirement une structure ester dans la structure de l'acétylcholine pour avoir un effet. Le groupe carboxyle, rôle significatif dans cet effet. Le groupe carboxyle, il a un rôle très important dans l'effet de l'acétylcholine. Les conclusions aussi sur la configuration de la surface du récepteur. Aussi, le groupe cationique A, une partie de la molécule d'acétylcholine, indique la présence de groupes anioniques complémentaires à la surface du récepteur. Ce qui veut dire que l'acétylcholine, on avait un groupement cationique qui était le N+, avec les CH3. Sa présence, elle indique qu'il y a un groupement anionique chargé négativement dans la structure du récepteur qui est complémentaire. Les changements opérés dans les groupes de méthyle de l'ammonium quaternaire, donc la partie cationique, indique que le site anionique dans le récepteur est dans une cavité qui s'accommode avec deux groupes méthyle. Les deux groupes méthyle aident à stabiliser le complexe acétylcholine récepteur grâce à des forces de Van der Waals. Ce qui veut dire on a effectué les changements sur le groupe quaternaire sur les méthyles, les CH3. Alors, on a conclu que
le groupe anionique qui était complémentaire, il est situé à l'intérieur du récepteur dans une cavité et il se lie, ou bien il est complémentaire à deux fonctions méthyl CH3 qui vont se lier par des liaisons de van der Waals pour stabiliser cette liaison de l'acétylcholine à son récepteur. Une surface plane qui augmente l'effet attractif des forces de van der Waals et stabilise la liaison acétylcholine-récepteur. L'oxygène du groupe carboxyle, grâce à une liaison du type d'hydrogène, accroît la stabilité du complexe acétylcholine-récepteur. Je vais expliquer. Regardez ici à gauche ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Le groupe cationique N+, avec les CH3. Les CH3 sont fixés avec le groupe anionique qui est situé dans une cavité. Les groupes anioniques vont faire une liaison de van der Waals pour stabiliser la réaction. Alors la surface plane, comme vous voyez, elle aussi, elle intervient par des liaisons, bien des forces de van der Waals pour stabiliser la liaison acétylcholine-récepteur. Et l'oxygène, le groupe carboxyle, le O comme vous voyez à droite, il est fixé par une liaison hydrogène au récepteur. C'est-à-dire qu'on voyait l'hydrogène du côté du récepteur et l'oxygène du côté de l'acétylcholine vont faire une liaison hydrogène pour stabiliser ou bien accroître la stabilité du complexe acétylcholine récepteur. Alors en fin de compte, pour avoir un effet meilleur, il faut une liaison excellente entre la molécule et son récepteur et bien sûr, elle doit être stable. On a remarqué l'intervention de plusieurs types de liaisons afin de maintenir cette liaison stable. Alors les conséquences des interactions entre les médicaments et les récepteurs, c'est la relation dose-réponse. La relation qui existe entre la dose ou concentration d'un médicament et les réponses biologiques obtenues après l'action de celui-ci, c'est une courbe sigmoïde qui va approcher la réponse 0% à faible dose et la réponse 100% à haute dose. Ce qui veut dire qu'on a enregistré la dose en fonction des réponses par pourcentage. On a remarqué que quand on a des doses très faibles ou bien des concentrations très faibles qui approchent de 0, on a une réponse qui approche de 0%. Quand on augmente la dose jusqu'à atteindre une dose maximale, on a une réponse qui approche les 100%. Ici, nous avons une expérience qui montre la récoline et l'acétylcholine. Nous avons introduit tous les deux et on compare entre eux leur courbe log-dose réponse. Alors l'acétylcholine, dès l'administration de l'acétylcholine, il y a début d'effet jusqu'à atteindre 75% de réponse. Par contre, pour la récoline, il fallait plus de concentration, plus de dose pour avoir un effet. Mais ce qui est important, c'est que l'effet de la récoline a atteint 100%. Mais bien sûr, sans oublier qu'il fallait mettre plus de doses, plus de concentration que l'acétylcholine. Cela veut dire que l'acétylcholine a une grande affinité parce qu'il a travaillé à des concentrations plus faibles que la récoline. Donc, dire une petite quantité de l'acétylcholine, on aura un effet très important ou bien on aura le début d'effet. Par contre, la récoline, il a une grande affinité, une réponse, il a une grande efficacité, une réponse plus forte. Donc la récoline, c'est-à-dire il fallait mettre plus de concentration, plus de dose, mais la réponse était plus efficace, plus importante. Alors on répète toujours que l'affinité, c'est la tendance du médicament à former le complexe médicament-récepteur ou bien à faire la liaison entre le médicament et le récepteur. Et l'efficacité, c'est l'effet pharmacologique, c'est l'activité biologique de ce complexe. C'est-à-dire, j'ai le médicament, il va se lier, va me donner le complexe me donne la réponse ou l'activité. Alors ici, deux médicaments ayant le même mode d'action sur le récepteur ont leur courbe log-dose réponse qui sont parallèles. Donc je prends deux médicaments A et B, ils ont le même mode d'action sur le récepteur. Donc les courbes log-dose réponse sont parallèles. Alors, comme j'ai déjà dit, deux médicaments ayant le même mode d'action ont les courbes parallèles. Cela peut signifier parfois que les courbes non parallèles ont
ou bien signifie que les deux médicaments n'ont pas les mêmes modes d'action. Le même mode d'action, je disais. Alors, il faut garder cette remarque en tête parce que ça peut faire l'objet des QCM ou bien des questions que vous pouvez trouver. Les variations biologiques de la marge thérapeutique, notion de variabilité de la réponse aux médicaments. Alors, dans une population donnée, la même dose de médicaments ne produit pas le même effet. Il existe des variations interindividuelles dans les réponses induites par les médicaments. Ce qui veut dire, si dans une population, je prends plusieurs individus, je leur donne la même dose de médicaments, je ne vais pas avoir le même effet parce qu'il y a des facteurs qui vont influencer l'effet du médicament parfois. La prise d'autres médicaments, des maladies chroniques, même parfois la prise des aliments avec quelques médicaments va avoir une influence. Ou bien si même deux individus sans aucune influence extérieure avec la même dose, je ne vais pas avoir le même effet, c'est les variations interindividuelles. La marge thérapeutique, c'est l'intervalle qui existe entre la log dose réponse de l'effet pharmacologique et la log dose réponse de l'effet létal ou toxique. Dans ce point-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais noter la concentration ou bien la log dose réponse de l'effet pharmacologique, c'est-à-dire là où je commence à avoir un effet, c'est ça la log dose réponse de l'effet pharmacologique. La log dose réponse, c'est là où je vais avoir un effet létal, c'est-à-dire où je commence à avoir des effets toxiques. Donc l'intervalle entre ces deux doses, ces deux concentrations, c'est la marge thérapeutique. C'est-à-dire dans cette marge, je peux jouer sur les concentrations, je peux augmenter ou diminuer sans avoir sans avoir des effets néfastes ou toxiques sur l'individu. L'index thérapeutique, c'est le rapport entre la dose létale séquente et la dose efficace séquente. Alors, je vais tracer le graphe de la dose efficace séquente et le graphe de la dose létale séquente. Je vais faire l'extrapolation, c'est-à-dire ISRAT 50% de réponse, puis je vais faire l'extrapolation sur les doses. Je vais trouver la dose efficace séquente et la dose létale séquente, c'est-à-dire 50%. Et je vais faire le rapport entre les deux. Il faut noter que la dose létale séquente, on peut la définir comme la dose du médicament capable de tuer la moitié des animaux au cours d'une expérience. C'est ça la dose létale, c'est-à-dire une partie de la définition de la dose létale séquente. La dose efficace séquente, c'est-à-dire je vais noter la dose efficace, puis je trace le graphe à partir de cette dose efficace jusqu'à avoir l'effet maximal, puis je vais faire l'extrapolation à 50% d'effet maximal de cette dose efficace. Et je vais faire le rapport. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut noter que l'index thérapeutique, c'est le rapport toujours entre la létale séquence et l'efficace séquence. La notion d'antagonisme et synergie sont très importantes parce que vous allez les trouver dans votre cursus et ça peut faire toujours l'objet de questions de QCM et même il faut les garder en tête pour le cursus clinique, le cursus comme professionnel de santé. Je vais illustrer plus tard. L'antagonisme, c'est si l'un des médicaments s'oppose à l'effet de l'autre et la synergie, effet de chaque médicament s'ajoute. L'antagonisme, c'est-à-dire j'ai deux médicaments, l'un est l'inverse de l'autre, et la synergie de médicaments qui ont les mêmes effets, leur effet s'ajoute. Je commence tout d'abord par l'antagonisme compétitif. Alors, comme son nom l'indique, c'est un compétitif, c'est-à-dire il existe une compétition entre les deux. J'ai un médicament B qui est l'agoniste et j'ai un médicament A antagoniste. Je vais rajouter le médicament A à des doses croissantes, 0, 1 et 2. Donc, on aura une diminution apparente de l'affinité du médicament B pour les récepteurs. Cela s'explique par le fait que le médicament A, qui est l'antagoniste, va avoir une compétition avec le B pour se fixer sur les récepteurs, le même récepteur qui est le récepteur du médicament B. Alors, qui gère le médicament
A, il va avoir une compétition, il va se fixer sur le récepteur du récepteur B. Le B va trouver la plupart de ses récepteurs pris, alors son affinité, elle est diminuée. C'est ça le principe de l'antagonisme compétitif. Donc, comme j'ai déjà dit, le médicament B se fixe sur un récepteur pour donner un effet pharmacologique. La substance A se fixe sur le même récepteur, il sert sur le même récepteur. Elle est capable de déplacer le B de son récepteur. Donc, il en résulte une compétition entre les médicaments A et B, ceux qui ont tous les deux une affinité pour le même récepteur. Il faut noter toujours que le A, quand il se fixe sur le récepteur, il ne va pas donner un effet. Donc l'effet intrinsèque du médicament A, il est égal à 0. Donc il n'entraîne aucun effet. Ça, c'est une remarque très importante qu'on va en parler tout de suite. Alors, donc quand il se fixe, donc le médicament A, il va se fixer, il va son intérêt ou bien son but, c'est de se fixer, d'occuper les récepteurs disponibles du médicament B. Alors, il va empêcher le médicament B de se fixer là-dessus. Alors, ceci a pour conséquence une diminution des possibilités de liaison des médicaments B aux récepteurs restants. Puisque le A il va occuper plusieurs récepteurs, le B ne va pas trouver beaucoup de récepteurs. C'est pour cela l'affinité diminue. Ici, l'exemple cité sur l'antagonisme compétitif, c'est l'analoxone et la morphine. Donc, la morphine, la morphine, c'est une molécule qu'on a déjà entendu parler. On l'utilise beaucoup plus pour les sédations, pour diminuer, c'est un analgésique, pour diminuer la douleur. Mais parfois, on peut avoir des accidents d'overdose. Alors pour diminuer cette overdose, qu'est-ce qu'on va donner? On va donner l'analoxone. L'analoxone, c'est un antagoniste compétitif de la morphine. Ici, cette remarque est très importante parce que ça revient toujours dans les questions et les QCM. La courbe log-dose-réponse du médicament agoniste B est déplacée parallèlement vers la droite. C'est-à-dire la première courbe, comme vous regardez le médicament B tout seul, puis je rajoute une dose de A, la courbe est déplacée vers la droite. Puis si je rajoute deux doses de A, elle est encore déplacée vers la droite et ainsi de suite. Donc, en présence de concentration croissante du médicament antagoniste A, l'activité intrinsèque de A, comme déjà mentionné, elle est égale à 0. C'est-à-dire le A, son but, c'est d'empêcher le B de se fixer à son récepteur. Mais il n'a aucun effet sur l'organisme. Donc, l'effet maximum ne change pas. Alors, l'effet maximum ne change pas, ça veut dire que toujours l'effet du B existe. Malgré que le B, il a une affinité diminuée pour son récepteur, mais il est fixé sur certains récepteurs et il garde son effet maximum. Alors il faut noter que la courbe est déplacée à droite, le A a une activité intrinsèque qui est nulle, est égale à 0, et l'effet maximum du médicament B ne change pas. Deuxième des choses, c'est l'antagonisme non compétitif. L'antagonisme non compétitif, les courbes ne sont plus parallèles, mais elles sont divergentes lorsque la concentration de l'antagoniste D augmente. Comme vous voyez ici, le C tout seul, qui est l'agoniste, on met des petites benzènes pour l'antagoniste, une dose de D, on met des benzènes pour la deuxième dose de D, j'augmente la dose, c'est l'antagoniste, la courbe elle est de plus en plus divergente. Elle n'est pas parallèle. Alors, pourquoi cela? Parce qu'il y a, dans ce cas-là, le médicament C, il va se fixer sur un récepteur pour donner un effet pharmacologique ou une activité intrinsèque. Le médicament D, il se lie sur un autre récepteur. Vous regardez la différence? Le D se fixe sur un autre récepteur, le D, l'antagoniste. Alors le D va donner un autre effet pharmacologique. Avec l'effet pharmacologique, son rôle c'est quoi? Il va inhiber l'effet pharmacologique
de médicament C. Donc le C se fixe sur un récepteur, le D sur un autre récepteur qui est l'antagoniste. Alors le C va donner un effet pharmacologique, le D pardon, va donner un autre effet pharmacologique. Avec l'effet c'est quoi? Il va inhiber l'effet pharmacologique de le C. Donc c'est là pour mieux illustrer l'antagonisme non compétitif. En deuxième point, l'adjonction du médicament D entraîne une diminution de l'activité intrinsèque de C. Donc c'est déjà illustré quand on a dit que les médicaments D, l'antagoniste se fixe sur un autre récepteur et il donne un autre effet. Donc l'effet va inhiber l'effet de le C. Donc l'effet de le C ou l'activité intrinsèque de C, elle va diminuer. La pente de la courbe log dose-réponse de l'agoniste, elle va diminuer, entraînant une diminution de l'effet maximal en présence de l'antagoniste. Donc, pour l'antagonisme compétitif, l'effet maximal du médicament agoniste ne diminue pas, il reste toujours. Mais ici, par contre, l'effet maximal du médicament C, qui est l'agoniste, il va diminuer de plus en plus quand on rajoute l'antagoniste D. C'est pour cela on remarque que la courbe elle est divergente parce que l'effet il était au non, l'effet maximal. Plus on rajoute plus on rajoute l'antagonisme, l'effet va diminuer. Donc la courbe elle ne peut pas être parallèle, elle va être divergente, elle diminue par diminution de la pente. Vous voyez ici, c'est ça l'effet, l'antagonisme non compétitif, le médicament A, grand A et petit a. Donc le grand A va donner un effet pharmacologique, le petit a va se fixer sur un autre récepteur, donc le petit a c'est l'antagonisme, va donner un autre effet pharmacologique. L'effet pharmacologique de petit a qui est l'antagoniste va inhiber l'effet pharmacologique important, l'essentiel, c'est le grand A. Alors pour la synergie, la notion de synergie, on l'utilise très fréquemment, surtout dans l'antibiothérapie et ainsi de suite. La synergie, elle est dite potentialisatrice lorsque l'effet est supérieur à la somme des effets élémentaires. Ce qui veut dire, je vais prendre deux médicaments A et B, je donne A tout seul, B tout seul, puis je vais faire la sommation, c'est une valeur. Puis si je donne les deux médicaments en même temps comme effet synergique, je vais avoir un effet supérieur à la somme des effets chacun seul, les effets élémentaires. Donc si je donne, je répète, si je donne deux médicaments ou bien deux substances de la même, c'est-à-dire pour avoir une synergie potentialisatrice, je les donne en même temps. Je vais avoir un effet plus supérieur que la somme des effets élémentaires, c'est-à-dire chaque effet seul. La somme de chaque effet seul, pardon. Alors l'exemple ici, c'est l'exemple de la gentamicine qui va potentialiser l'effet de la pénicilline, en augmentant son effet bactéricide, évite l'apparition de résistance. Donc les deux, la pénicilline a une activité bactéricide, c'est-à-dire elle va tuer les bactéries. Cet effet bactéricide, il est potentialisé, il est élevé, il est augmenté par la gentamicine. Il est potentialisé par la gentamicine. Aussi, comme je vous ai dit, l'association ou bien la synergie utilisée beaucoup plus en antibiothérapie et d'autres médicaments bien sûr. En antibiothérapie, elle va éviter l'apparition de résistance. À noter aussi. Vous allez développer mieux aussi la notion de résistance dans le module de microbiologie. Alors, pardon. Alors ici, pour mieux expliquer la synergie potentialisatrice, on a la fixation d'un médicament A sur le récepteur et le médicament B sur un autre récepteur. Le médicament B va donner un effet, le médicament A va donner un autre effet. Donc le médicament A, son effet c'est quoi? L'effet TA qui va donner, c'est l'augmentation, la stimulation peut-être, la potentialisation, c'est l'effet donné par le médicament B.
C'est ça la notion de synergie potentialisatrice. La synergie, elle est additive, c'est le cas où l'occupation de deux récepteurs différents, c'est-à-dire j'ai deux récepteurs différents, deux substances différentes, produit le même effet. Je vais illustrer, elle est additive lorsque l'effet global, c'est-à-dire le résultat final, j'ai obtenu, Minja, il est venu à partir de l'effet des deux médicaments. En même temps, des deux médicaments additionnés. Si j'ai donné un seul médicament, l'effet global n'est pas atteint. Donc l'effet global résulte de l'addition des effets individuels de chaque produit. Maintenant, je vais donner un produit, il va me donner un effet. Je vais donner un autre produit qui va me donner un autre effet. Donc les deux effets vont s'additionner pour me donner l'effet global. L'exemple le plus typique, c'est les antihypertenseurs. Je donne deux antihypertenseurs. Le premier hypertenseur va se fixer sur un récepteur, va me donner un effet thérapeutique par un mécanisme A, et le deuxième hypertenseur va se fixer sur un autre hypertenseur, le deuxième antihypertenseur va se fixer sur un autre récepteur, il va me donner un autre effet, c'est-à-dire il va diminuer la tension, comme le premier médicament, mais le mécanisme il est différent, peut-être. L'effet global obtenu qui est l'antihypertension, qui est la tension artérielle diminuée, c'est la somme des deux effets. C'est ça la synergie additive. Alors l'utilité pratique, c'est-à-dire pourquoi nous avons introduit la notion de synergie et la notion de d'antagonisme, pardon. Je vous ai dit que c'est important sur le plan clinique parce que comme l'atropine par exemple et la détubocurarine, c'est des antagonistes de l'acétylcholine. Ils vont se lier d'une manière réversible avec les récepteurs de l'acétylcholinergique et empêchent l'action de l'acétylcholine comme neurotransmetteur physiologique. Alors, l'antagonisme des analgésiques narcotiques, comme j'ai déjà dit, l'antagonisme non compétitif de la morphine par la nalorphine ou bien la naloxone, c'est-à-dire celui-là est utilisé beaucoup plus en clinique quand vous avez des patients qui ont en cas d'overdose avec la morphine, vous leur donnez de la nalorphine ou bien la naloxone pour enlever, parce que c'est un antagonisme compétitif, pour enlever l'effet de la morphine. Aussi la compétition entre l'isoprénaline et le propranolol pour les récepteurs adrénergiques bêta. L'isoprénaline et le propranolol, c'est des antagonistes. L'isoprénaline, c'est un sympathomimétique, c'est-à-dire qu'il va stimuler le système sympathique. On l'utilise beaucoup dans l'arrêt cardiaque et le bloc cardiaque. Il agit sur les récepteurs bêta 1 et bêta 2. Et le propranolol, c'est un bêta-bloquant. C'est-à-dire, toujours, vous avez déjà entendu parler des bêta-bloquants. Le propranolol fait en partie des bêta-bloquants. Donc, il diminue la pression artérielle. Alors, si c'est-à-dire si je donne les deux, il faut savoir que ces deux molécules citées sont des antagonistes par compétition, c'est-à-dire ils vont avoir une compétition sur le récepteur. Alors aussi, certains médicaments modifient la sensibilité des récepteurs, comme la guanethidine. La guanethidine, elle va modifier la sensibilité de l'adrénaline envers les récepteurs adrénergiques. Elle va augmenter cette sensibilité, ce qui veut dire qu'elle va augmenter l'action de l'adrénaline. On aura alors une réponse oppressive plus importante de l'adrénaline. Aussi, le dernier schéma, c'est l'interaction pharmacodynamique, exemple l'acétylcholine. Dans l'acétylcholine, l'effet le plus normal, le plus logique, nous avons l'acétylcholine se fixe sur son récepteur cholinergique, il va me donner la contraction musculaire. L'antagoniste de l'acétylcholine, c'était la D-tubocurarine par exemple. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se fixer sur le récepteur de l'acétylcholine. Elle va empêcher ensuite ce dernier de se fixer à son récepteur, entraînant une paralysie musculaire.
Juste une petite parenthèse. Pour inverser l'effet de la détubocurarine, il faut augmenter la concentration de l'acétylcholine. Pour cela, l'acétylcholine, quand il reste dans le milieu extracellulaire, il est dégradé par l'acétylcholinestérase. L'acétylcholinestérase qui va dégrader l'acétylcholine, donc il n'a plus d'effet. Mais si je donne un médicament qui inhibe l'acétylcholinestérase, donc l'acétylcholine va rester dans le milieu extracellulaire. Il y aura production de plus d'acétylcholine. Quand la concentration elle est très élevée de l'acétylcholine, il y aura levée de la détubocurarine, fixation de l'acétylcholine de nouveau à son récepteur et la levée du paralysie par occupation des récepteurs par l'acétylcholine le plus normalement du monde. Alors le médicament qui inhibe la fixation ou bien la dégradation de l'acétylcholine, de l'acétylcholine va inhiber l'enzyme qui est l'acétylcholinestérase, c'est la néostigmine. Donc la paralysie, elle est induite par la détubocurarine, peut être arrêtée par la néostigmine qui inhibe l'acétylcholinestérase. Donc cette dernière remarque, c'est juste une parenthèse, vous allez mieux l'illustrer et étudier dans le chapitre du système nerveux parasympathique quand vous allez étudier les parasympathomimétiques et les parasympatholytiques. En conclusion, la pharmacodynamie reste un outil indispensable dans l'amélioration et le développement du médicament au profit de la santé humaine, voire universelle. C'est-à-dire, si je comprends mieux la pharmacodynamie, je vais améliorer et développer les médicaments, comme je vous ai déjà dit. Si je comprends le mécanisme d'action du médicament, je vais le développer et peut-être à certains points, j'arrive à éviter certains effets indésirables. À la fin, j'espère que c'était clair et facile et je vous ai facilité ce cours. Et comme conseil, je vous demande ou bien je vous conseille de faire les cours de pharmacologie, de les mieux comprendre, de mieux comprendre et de faire les relations entre les cours, bien sûr, et après chaque cours, de résoudre les QCM qui existent sur ce cours pour fixer les informations dans vos têtes, non seulement pour l'examen, mais aussi pour votre clinique. Et je vous remercie.